Bienvenue sur Dev ton Cab, sur le podcast Comment j'ai réussi à développer mon cabinet. Aujourd'hui, nous retrouvons Sophie Cachoda, qui est orthophoniste. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment tu as fait pour développer ton cabinet. Mais avant ça, nous allons parler des études. Oui, alors moi j'ai commencé en faisant mes études à Paris. Donc à l'époque c'était un concours, donc j'avais fait toute la classe préparatoire pour l'orthophonie à Paris. J'ai passé plusieurs concours, donc c'était des écrits, des oraux. Et ça a duré 1 an. Ensuite j'ai fait une licence en psychologie et je passais en même temps mes concours d'orthophonie que je n'ai pas eu. Et donc je suis partie en Belgique où là j'ai pu faire toutes mes études directement d'orthophonie. Comment ont été financées tes études ? Alors en fait en Belgique, mais comme à Paris, on n'a pas besoin de financer ces études-là. En fait c'est public, donc ça ne coûte pas un centime. Par contre, moi j'étais à l'étranger, donc j'avais un loyer à payer, j'avais des courses à faire. Donc tu as dû travailler à côté ? Et je n'ai pas eu besoin de travailler à côté parce que j'avais pu en fait mettre de l'argent de côté en étant plus jeune, avec des babysitting, ce genre de choses. Et j'avais un petit pécule, on va dire. Donc ça m'a permis pendant 3 ans de pouvoir vivre correctement et payer un loyer, acheter à manger, enfin voilà. Comment se sont passés tes stages ? Ouais. Alors en fait, en Belgique, on commence les stages très tôt. On commence la pratique très très tôt. C'est-à-dire que la première année, on n'a que de la théorie. Et en fait, dès la 2e année d'études, on attaque les stages de pratique avec pas forcément quelqu'un pour nous aider. Moi, je sais que tous mes stages, je me suis retrouvée seule orthophoniste, donc dans des écoles spécialisées pour enfants handicapés mentaux. J'ai fait de la maison de retraite, enfin voilà. Fait plein de choses où j'avais pas forcément d'orthophoniste avec moi pour m'aider, mais en fait, on se lance un petit peu dans le bain et c'est un peu la mentalité là-bas. On y va, on essaye et puis on se forme sur le tas, quoi. Et après, quand t'es rentrée en France, t'as dû faire une équivalence ? Et quand je suis rentrée en France, alors maintenant ça a un peu bougé parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé pour les études d'orthophonie, mais à l'époque il y avait une équivalence à faire qui... C'était quelle année ? Écoute, moi j'ai été diplômée en 2016. Ok. Et juste après, en fait en France, à l'époque, les études d'orthophonie duraient 4 ans. Et juste après, je crois courant 2017-2018, c'est passé à 5 ans. Okay. Donc les équivalences ont dû un petit peu bouger, mais ça reste des stages à faire. Donc moi, en fait, c'est ça, mon équivalence en France, c'était de faire des stages. Donc, dans des cabinets, dans des hôpitaux ? Alors j'ai fait des stages dans un cabinet, j'ai fait dans une école pour enfants sourds, pour travailler la surdité chez l'enfant, et dans une association pour la surdité adulte. J'avais pas beaucoup de stages à faire en fait. Est-ce que lors de tes stages, tu t'es dit c'est ça que je veux faire ? C'est plutôt ce type-là de patient, Ouais. Moins les enfants, plus les adultes, plus... En fait, moi je m'en suis rendu compte dès ma 2e année d'études, où là j'avais fait des stages avec des pathologies adultes. Donc en fait, moi j'ai commencé l'orthophonie en voulant la pathologie adulte, et on va dire que les stages m'ont conforté dans mon idée. Confirmer que... Ouais, c'est ça. Du coup, on va parler sur la 2e partie. Comment ça s'est passé entre l'obtention de ton diplôme à l'installation de ton premier cabinet ? Moi, quand j'ai eu mon diplôme, je voulais pas ouvrir mon cabinet tout de suite. En fait, je me suis dit, bon, on va déjà prendre un peu du galon, tu vois. Donc j'ai commencé par 1 an en salariat temps plein. Okay. Et ensuite, la 2e année, j'ai fait du mi-temps. Et là, j'ai fait mi-temps salariat et l'autre mi-temps, c'était cabinet, justement, pour avoir un premier pas dans le cabinet. Et c'était une installation, qui est toujours le cas d'ailleurs, en collaboration. Et comment tu as trouvé cette collab ? Alors nous, pour l'orthophonie, ce qui marche beaucoup, c'est les groupes Facebook. Okay. Donc en fait, j'ai posté un mot sur un groupe Facebook en disant que je cherchais une collab. Même encore aujourd'hui, c'est les groupes Facebook ? Encore aujourd'hui, ouais. Okay. Et en fait, il y a tellement de demandes, mais pas qu'à Paris, partout ailleurs, mais puis surtout partout hors Paris, parce qu'à Paris, on est quand même plutôt pas mal en termes d'orthophonie. En fait, un post a amené beaucoup de réponses et je n'ai eu qu'à choisir. Okay. Et c'est pareil pour le salariat en fait. On répond à une annonce et puis c'est un peu l'orthophoniste qui dit si elle a envie de bosser là ou pas, quoi. Vous êtes un peu les reines. C'est ça. Lorsque tu es arrivé donc, dans ce cabinet, même si c'était le tien mais seulement à mi-temps, l'installation, il y avait déjà tout le matériel, tu as dû acheter du matériel, comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Alors déjà moi, comme j'avais fait pas mal de stages, j'avais acheté et créé mon matériel.
Donc en fait, j'étais arrivée déjà avec pas mal de matos en main. Ok. Le principe de la collaboration en orthophonie, c'est que normalement, t'arrives, les murs, tout est fait, quoi. T'arrives, tu payes pas ni le matos, Ni le bureau, ni les chaises. le bureau, enfin même l'encre de l'imprimante, tu vois. Ok. Les timbres pour tes enveloppes, t'as pas besoin de les acheter. Donc du coup, je suis arrivée un petit peu les mains dans les poches. Cool. Et c'est plutôt pas mal pour une première installation, je dois dire. Ouais. Du coup, tu n'as pas eu besoin de faire un prêt ni un financement pour démarrer. Non. Toi, tu as pu pouvoir vraiment démarrer selon ton envie au moment où tu l'as voulu. Ouais, exactement. Le principe en fait de la collaboration, en orthophonie toujours, c'est vraiment que tu peux démarrer, comme je te disais, clé en main en fait. Moi, pour te dire, même d'un point de vue administratif, je suis arrivée les mains dans les poches et je me suis retrouvée derrière confrontée à des problèmes parce que j'avais pas réglé l'assurance. Mais si tu veux, j'étais arrivée vraiment genre collaboration, il n'y a rien à faire. Du coup, petite anecdote, l'assurance, t'as été assurée au bout de combien de temps? J'ai été assurée au bout de 2 ans. Ah, quand même. Parce que voilà, je m'étais peu renseignée en fait sur l'installation. Et comment t'as géré la communication pour dire à tout le monde, bah, je suis ici, j'existe, venez me voir? Le bonheur de l'orthophoniste, c'est un peu de s'installer quelque part et d'avoir rien à faire. En fait, on s'installe, on pose ses fesses, son matos et on a tout de suite des patients parce qu'on a juste besoin d'écrire orthophonie, pour le coup, moi, Vincennes, et on va avoir mon nom dans le registre Amélie, et donc les patients vont appeler. Après, je me suis quand même présentée à quelques médecins, des ORL, mais on va dire que c'était plutôt par sympathie que pour avoir des patients. Et c'est aussi pour prévenir les médecins de quelles étaient mes spécialités. Tu vois, moi, je travaille pas du tout avec Quand t'auras pas des enfants, si tu veux, des bah autistes, voilà, ou c'est des- ça, exactement. Mais sinon, on n'a pas tellement besoin de communiquer, quoi. Peux-tu nous décrire ton cabinet, son atmosphère, ses mètres carrés, à quoi il ressemblait, et les gens qui t'entouraient dans ce cabinet, le premier dans lequel tu t'installais? Alors le premier, en fait, c'est celui où je suis encore actuellement. Donc j'y suis restée parce que l'ambiance, justement, est top. Et du coup, c'est un cabinet d'environ, je dirais 80-90 mètres carrés. J'ai du mal à repérer parce qu'il est scindé en plusieurs bureaux. Donc en fait, on a 3 bureaux avec une salle d'attente et de l'autre côté, il y a une deuxième salle d'attente avec encore un bureau. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. On est plusieurs thérapeutes, donc c'est pour ça que je te disais que l'ambiance était top, parce qu'on a réussi à recréer une équipe pluridisciplinaire comme un hôpital, mais en libéral. Donc on a 3 psychologues, une psychomotricienne, une sage-femme ostéo, et on est 3 orthophonistes. Je suppose que du coup, quand tu t'es installé, t'as pas besoin de faire de partenariat officiel ou officieux, toi c'est vraiment venu comme ça. Ouais. Parce que chez les orthophonistes, vous avez quand même une surdemande. Ouais. Est-ce que tu fais ou tu as eu, ça c'est vraiment par curiosité, mais est-ce que toi tu fais ou tu as eu des amis autour de toi qui ont fait du domicile? Ou ça se fait pas du tout? Si. Alors moi j'en ai fait, mais dans un cas très précis, en maison de repos, parce que c'était le papa d'une connaissance. Donc en gros, j'y suis allée. Je connais des orthophonistes qui se sont spécialisés uniquement en domicile et qui n'ont pas de cabinet physique. Ok. Après, honnêtement, peu d'orthophonistes font du domicile parce que c'est très énergivore et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour pouvoir aller en domicile, il faut que tu comptes ta séance qui est d'une demi-heure, une demi-heure aller, une demi-heure retour, tu perds 1 heure, quoi. Ou les quelques orthophonistes qui faisaient du domicile ont dû se mettre à faire de la téléconsultation aujourd'hui? Alors nous, en orthophonie, il y en a un petit peu de la téléconsulte, mais c'est pas le truc qui est encore révolutionnaire chez nous. Je pense que les orthophonistes aiment bien être au contact encore de leurs patients et elles ont du mal à passer le pas de la digitalisation et de la téléconsulte. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de patients cherchent des orthophonistes à domicile et en trouvent pas parce qu'on est peu à le faire, quoi. Si c'était à refaire lors de ton installation, est-ce qu'il y aurait eu des choses que tu aurais fait autrement? Ou est-ce que tu aurais fait exactement la même chose? Je pense que je me serais peut-être un peu plus renseignée, pour le coup. Tu vois, c'est tout con, hein, mais mon histoire d'assurance, au final, j'ai rien eu. Mais si s'était passé quelque chose, j'aurais pu être clairement en situation très difficile. Sinon, écoute, le fait, comme je te disais, d'être en collaboration, on n'a pas beaucoup de choses à gérer. Donc, je pense que je referai cette collaboration. L'important, c'était de trouver quelqu'un avec qui je pouvais partager, avec qui j'étais en confiance, tu vois. Et pour le coup, ça s'est fait, donc je changerai pas de titulaire de cabinet, on va dire. Mais voilà, je pense que je me serais renseignée un peu plus. J'aurais directement fait des prélèvements de l'URSSAF et de la Carpinco
par mois et que j'aurais pas attendu de tout payer d'un coup parce que certaines fois j'oubliais de payer et j'ai eu des grosses majorations. Tu vois, ce genre de truc. Plutôt en c'est plutôt le côté comptabilité. administratif, quoi. Ouais, l'administratif, exactement. Et petite anecdote pour les futurs orthophonistes qui t'écoutent. Ouais. Le premier mois, lors du lancement, ça t'a rapporté à peu près combien en termes de revenus? Tu t'es retrouvé, et si c'est pas le cas, tu t'es retrouvé au bout de combien de temps? Et comme je suis une buse en comptabilité, je ne sais même pas si je pourrais te répondre. Honnêtement, quand je me suis installée, j'étais en mi-temps. Okay. Donc, et tu travaillais toujours à côté? Je travaillais toujours à côté en salariat, ouais, exactement. Honnêtement, en brut, je te parle en brut parce que c'est ce dont je me rappelle. En brut, je devais être autour en mi-temps, mais un gros mi-temps, en travaillant bien quand même. Je devais être autour des 5 000 bruts par mois, avec une rétrocession du cabinet à environ 1 000 euros. Ok, donc, du loyer? Ouais, exactement, c'est l'équivalent du loyer. Loyer charge. C'est ça. Donc après, t'enlèves tes impôts, t'enlèves l'URSSAF, la Carpinco. Et c'est ce à quoi tu t'attendais en sortant de l'école? Ou tu t'attendais à plus ou à moins? Non, je m'attendais à ça pour un mi-temps. Ce qui est quand même raisonnable, faut pas exagérer, on gagne quand même plutôt bien. Après, c'est vrai qu'une fois que t'enlèves l'URSSAF, la Carpinco et les impôts, c'est un peu là que j'ai déchanté, en me disant genre, ah oui, il y a autant de charges en fait. Surtout que les 3 premières années, c'est moins que, c'est ça. que la suite. C'est ça. Maintenant, on va parler un peu des patients. Ouais. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter avec les patients? Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe, ta relation avec eux? Est-ce que toi, tu les vois, tu les tutoies, tu les appelles par leur prénom? Un peu comment c'est l'ambiance globale? Ouais. L'ambiance globale avec les patients au cabinet, elle est super bonne dans le sens où je veux qu'ils se sentent bien. Donc tu vois, il y a des patients avec qui je vais proposer des cafés régulièrement, des chocolats, des patients qui ont leurs petites habitudes. Tu vois, j'ai une petite mamie, quand elle arrive, il faut qu'il y ait son café qui soit prêt. Ouais. Mais tous les patients, je les vois et je les appelle par leur nom de famille. Peu importe si on s'entend bien, s'ils m'offrent des cadeaux, si je leur en offre. Même si vous dites tutoie-moi, tu vas le voir. Non, ouais, je laisse un cadre. Ok. Parce que j'ai aussi des patients qui sont très frontaux. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où si tu as un patient dans la salle d'attente qui entend que tu dis tu à un autre patient, lui, il va pas comprendre pourquoi tu lui dis vous. Et ça peut créer des problèmes. Et j'ai déjà eu le cas, en fait, d'une rencontre de patients qui a un peu pété un câble. Du coup, c'est vrai que là, c'est un vrai cadre pour éviter le transfert et le contre-transfert. Et les enfants aussi, tu les vois du coup? Non. Et les tu fais du coup un peu d'enfant de temps en temps? Ouais. Je fais de l'enfant. Les enfants, je les tutoie. Je leur dis de m'appeler comme ils veulent. Soit par mon prénom, soit par mon nom de famille. Puis ils me tutoient ou ils me vouvoient, c'est comme ils veulent. Et les adultes, eux, ils t'appellent Sophie ou ils t'appellent? Ils m'appellent Sophie. Ah. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu un cas où c'était difficile pour toi, où tu t'attendais pas à avoir ce genre de réaction près d'un patient, où tu t'es senti un peu dépassé, où tu t'es dit ça y est, là ça se sent hors de mon champ de compétences, je peux pas gérer ça? Écoute, les patients justement frontaux sont tous difficiles à gérer parce que tu peux avoir d'un coup un patient qui va t'insulter ou qui va te proposer de te payer en nature, enfin voilà. Tu peux avoir des choses très violentes verbalement ou physiquement même avec des patients frontaux, mais en fait ça dépend toujours de comment tu vas le choper. C'est-à-dire que moi tous ces patients-là je les prends un peu par l'humour et donc au final tout passe, mais c'était beaucoup plus difficile à gérer, je trouve, à l'hôpital, parce que là, on avait des patients en phase aiguë, oui. Ce qui n'est pas le cas au cabinet. Au cabinet, c'est quand même des patients qui sont déjà passés, je te parle en neurologie par exemple, avec des patients frontaux, c'est déjà des patients qui sont passés par l'hôpital, donc ils sont plus dans cette phase aiguë très violente. Et après, sinon, moi, je me suis déjà retrouvée en difficulté avec un petit bébé qui avait fait un AVC en anténatal. Oh. Où pour le coup, après 1 an et demi de rééducation, il n'y avait pas vraiment d'évolution. Voilà, moi, c'est plutôt là où je vais me trouver en difficulté, c'est si je vois que mon patient n'a pas d'évolution et qu'en fait, je ne lui sers pas. Et donc là, en fait, simplement, j'ai adressé vers quelqu'un d'autre. Et justement, en parlant des adressages, ouais. Tu travailles avec qui, globalement? C'est qui les premiers contacts que tu vas avoir dans le cadre médical? Ouais, alors moi, je bosse beaucoup avec le médecin traitant, les neurologues, énormément. Les ORL, parce que je fais pas mal de rééducation de la voix. Et puis parfois les pédiatres, mais j'ai pas beaucoup de petits. Donc, ouais, t'es plutôt adulte, ça. Ouais, moi je fais plutôt de l'adulte. Donc ça va vraiment être médecin, neurologue et ORL dans certains cas.
Une fois que ton premier cabinet il a été ouvert, est-ce que tu en as ouvert un autre à ton nom? Est-ce que enfin, comment ça a été la suite? Comment tu as continué à te développer pour pouvoir te faire un plus grand nom, pouvoir faire en sorte qu'on te connaisse mieux? Alors pour l'instant justement, moi je suis toujours dans mon premier cabinet et je n'ai pas encore ouvert d'autres cabinets. J'ai envie de te dire que je suis déjà Sous l'eau. Sous l'eau exactement, avec des listes d'attente de plus d'1 an. Donc en fait, le projet, ça me plairait bien d'ouvrir un autre cabinet pour y mettre une collaboratrice, tu vois. Sauf que l'important pour moi de la collaboration, c'est d'avoir ta titulaire présente sur place. Donc pour l'instant, c'est plus une envie pour le futur, mais j'ouvrirai pas tout de suite de cabinet. Ça fait combien de temps déjà que tu es ici? Écoute, depuis septembre 2018. Du coup, depuis 2018, 1 an après ton installation, qu'est-ce que tu as fait pour communiquer sur le cabinet où il n'y a vraiment pas eu besoin de communiquer? Vraiment pas eu besoin. Bon. Faut devenir orthophoniste. Vous avez vraiment de la chance, les orthophonistes. Comment aujourd'hui tu gères ta comptabilité? Est-ce que tu passes par un comptable, par des applications, par des plateformes? Écoute, comptable. En fait, je me suis enlevé cette charge mentale. Les 2 premières années, je faisais ma comptabilité moi-même avec Indy. Oui. Très connu Indy. Bah voilà. Et en fait, j'avais ce truc-là de toute la nuit, la veille de la déclaration, je dormais pas, je cherchais des papiers, des machins. Même si c'est hyper simple, que t'as quelqu'un sur le chat qui t'explique, en fait, c'était pas pour moi. Donc j'ai pris une comptable, je lui envoie tous mes papiers. Elle te sauve la vie. Et voilà, et j'ai rien à faire, et je sais pas combien je gagne, et je sais pas combien je vais gagner à la retraite, mais au moins, je suis libre. Aujourd'hui, au niveau des plannings, tu passes par qui pour pouvoir gérer tes plannings? Tu les gères toi-même avec un tableau Excel, tu passes par Doctolib, tu passes par une autre type de plateforme? Écoute, je passe par moi-même et un agenda papier. Okay. En tant qu'orthophoniste, tu vois, je suis restée très papier-crayon. Vous êtes tous comme ça ou c'est plutôt... Non, tu vois, j'ai une de mes collègues, elle, qui fait tout sur agenda Google. Okay. En fait, ça dépend des gens. Après, c'est vrai que nous, en orthophonie, on a des patients qu'on suit pendant plusieurs mois, voire années. Donc en fait, typiquement, tu vois, moi j'ai un patient que je suis clairement depuis mon installation. Qui va venir tous les jours, le jeudi à 18h. Exactement. Qui vient tous les mardis, tous les jeudis à 14h, et c'est comme ça depuis 5 ans. Ouais. Donc en fait, c'est pas si compliqué pour nous de gérer des plannings, enfin pour nous, pour moi en tout cas, parce que tes patients, tu les vois très régulièrement, donc... Est-ce que le secrétariat, c'est toi aussi qui le gère du coup, ou est-ce que tu as quelqu'un qui répond à ta place au téléphone? C'est aussi nous qui gérons le secrétariat. En fait, on a donc 3 bureaux pour les orthophonistes, et chaque bureau a un téléphone. Puis c'est la première qui décroche. On a un cahier de liste d'attente où on note, et par contre, on rappelle systématiquement, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les cabinets, pour au moins faire un premier échange téléphonique. Avant le rendez-vous? Avant le rendez-vous, pour savoir si on donne un rendez-vous ou pas. Parce qu'on a beaucoup d'appels qui sont genre « la prof m'a dit que mais elle a 15 de moyenne et ça va très bien et machin ». En fait, tu vois, quand les parents sont pas hyper inquiets, que déjà au téléphone... Le diagnostic, il est pas sûr. C'est ça. Va d'abord te faire diagnostiquer à côté et viens me voir. C'est même pas diagnostiquer à côté, c'est que parfois je suis là genre « franchement, ne faites pas de diagnostic, ne vous embêtez pas à faire un bilan. On a des listes d'attente de 2 ans, vous allez attendre 2 ans pour qu'on fasse un bilan et qu'on vous dise il n'y a rien. » Donc en fait, on va faire un premier rendez-vous téléphonique pour déjà écrémer. Parce que je te dis, même en faisant ça, on a des listes d'attente énormes. Alors justement, par rapport à ces listes d'attente, vu que je pense que vous êtes quand même l'une des seules professions dans ce milieu qui a ces listes d'attente, comment tu fais pour ne pas oublier ces gens qui attendent? Ouais, bah écoute... Est-ce que c'est les gens qui te relancent? Est-ce que toi, selon le moment où on t'a appelé, il y a priorité par le premier appel ou priorité par gravité? Comment vous en dosez fait, ça? t'as un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on a notre cahier de liste d'attente où je vais noter la date à laquelle il m'a appelé, la raison, type de pathologie, etc. Et en fait, on va prioriser en fonction de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un patient qui a fait un AVC, bah, concrètement, je vais le prioriser par rapport à un enfant dyslexique parce que on n'est quand même pas sur la même difficulté. Et puis, c'est surtout qu'un enfant dyslexique, bah, malheureusement, il va rester dyslexique, la rééducation va l'aider, mais c'est une pathologie. Un patient qui a fait un AVC, si tu le prends au début, dans la phase aiguë, justement, bah, il y a beaucoup plus de chances de récupération. Donc, en fait, on priorise déjà par ça, par la gravité, on va dire, du trouble. Ensuite, la date à laquelle ils ont appelé. Hein. Clairement, 2 enfants dyslexiques, la mère m'a appelé en mars, une maman m'a appelé en juin, bah, je vais rappeler celle qui a appelé en mars, tu vois. Et puis voilà, et malheureusement, c'est aussi un peu le lieu, quoi. Donc moi, je suis à Vincennes, je vais aussi prioriser un peu la commune
avant d'aller accepter des gens qui sont très loin et donc... Ce qui est logique en soi, sinon ça serait bouché. Bah c'est ça, et ce qui amène aussi les gens très loin, on l'a fait, hein, parce que malheureusement on a envie d'aider, mais bon, ça amène de l'absentéisme, beaucoup de retard dans nos plannings du coup, enfin voilà, donc on essaye de faire comme on peut. Toi, au niveau professionnel, là aujourd'hui, ça serait quoi tes envies pour le futur? Que ce soit au niveau des patients, que ce soit au niveau de ton cabinet, que ce soit au niveau enfin, de tout. Est-ce que tu sais où tu veux aller ou... Tant que je peux rester dans ce cabinet-là, j'y resterai parce que je m'y plais. T'as un confort? J'ai un confort, exactement. Après, voilà, dans le futur, j'aimerais bien ouvrir mon propre cabinet et pouvoir y mettre des collaboratrices, comme je te disais. Pas forcément des orthophonistes, un peu comme ici, en fait, un peu de tout bord. Pourquoi pas faire des formations? Sinon, voilà, j'ai déjà aussi regardé, moi, pour me former à d'autres choses que l'orthophonie, mais qui seraient un peu complémentaires, comme de l'EMDR, enfin voilà. Ce genre de choses continuent à un peu avancer. Est-ce que tu aurais une phrase, soit philosophique, soit une phrase qui a été faite par l'un de tes confrères ou consoeurs, qui pour toi correspond à ton métier ou symbolise ton métier? Ou une phrase que tu aimes beaucoup utiliser, que tu répètes beaucoup aux patients? Écoute, en fait, moi, je dis beaucoup aux patients que la rééducation en orthophonie, c'est de la rééducation musculaire, en fait. Et c'est comme s'ils allaient à la muscu une fois par semaine. Le cerveau a besoin de se muscler. Et donc, on est là pour ça. Bon, bah, je te remercie pour tout. Eh ben, je t'en prie. N'hésite pas à donner ton adresse, où tu travailles. Et bah, mon cabinet se situe au 29 rue d'Estienne d'Orves à Vincennes. Et bah, je te remercie pour tout, Sophie. Avec plaisir.